Et on va commencer tout de suite avec les éditions Hélium. Et j'invite sur scène Sophie Giraud. Allô? Ah oui, ça marche. Bon, bonjour à tous. Merci beaucoup. Comme je commence le bal, je vous remercie à tous d'être venus nous écouter de les 4 maisons. Et je voulais vous dire, pour Hélium en tout cas, que ce qui m'avait marqué quand j'ai essayé de préparer un petit peu ce qu'on allait vous dire aujourd'hui, c'est de regarder le type de livre qu'on allait publier cet automne. Et je me suis rendu compte combien la question du lien était présente. Comme si, après cette période de confinement, où les auteurs se sont retrouvés assez seuls, avec ces questions très difficiles dont on a entendu parler pendant les campagnes électorales, le réchauffement climatique et autres, finalement on revenait à l'essentiel, c'est-à-dire le lien avec l'enfant petit, le lien ensuite entre les gens, les grands sentiments, et notre entrée elle est un peu peace and love, donc je vais laisser, la parole à Simon. On va voir ça, on s'assoit ensemble. Ouais. Alors, on va commencer justement avec cette rentrée Hélium, et je te propose qu'on remonte le fil de l'enfance. Hein, on va commencer par les tout petits, puis on va remonter tranquillement. Et on va commencer tout de suite avec un livre d'un auteur que tu suis depuis de nombreuses années. Cet auteur, c'est Laurent Moreau, et sa nouveauté, c'est un livre magnifique, un Leporello, qui s'appelle « Tu vois le jour ». On va regarder une petite vidéo pour commencer. Je suis Laurent Moreau, je suis auteur-illustrateur. J'ai fait la plupart de mes albums en tant qu'auteur-illustrateur aux éditions Hélium. Et voilà, en ce moment, je travaille sur un nouveau projet de livre qui s'appelle « Tu vois le jour ». Ça va être un projet de livre pour les tout petits. C'est même, j'ai envie de dire, un livre pour les bébés, pour les nouveau-nés. Et quand ma deuxième fille est née, j'ai eu envie d'essayer à ma façon de lui proposer des images en noir et blanc. En fait, je l'ai pensé comme avec ce format-là, parce que j'ai tout de suite imaginé qu'on pourrait faire tenir ce livre debout, qui aura la forme d'un Leporello, c'est-à-dire un livre en accordéon, qu'on pourrait placer à côté d'un enfant allongé sur une couverture. Donc l'enfant serait un peu immergé en fait, dans cet univers visuel, parce que j'ai imaginé qu'en fait, ça pourrait être un livre assez grand pour pouvoir faire éventuellement le tour de l'enfant, déplier en fait, tout autour de lui, et qu'il puisse aller... par sa curiosité, aller chercher un dessin là, puis après se tourner, de voir qu'il y en a un autre là. Au départ, c'est plus un attrait visuel, d'aller intéresser le bébé, de lui donner envie de bouger, en fait, de tourner la tête déjà. Et puis après, en grandissant, il va y avoir autre chose, il va y avoir l'envie d'identifier des éléments. On va retrouver un chat, on va retrouver une fleur, un oiseau. Et puis j'ai aussi choisi de représenter des choses qui sont plus abstraites, qui a priori on ne puisse pas forcément dessiner, comme le vent, la voix. Voilà, je trouvais ça déjà intéressant visuellement de confronter des choses palpables, des choses réalistes, et puis des éléments plutôt abstraits. Parce qu'en fait, les bébés, les nouveau-nés, en fait, ils voient très flou. Tout ce qui est au-delà de 20 cm, c'est vraiment très très flou, quoi. Donc, ils voient, on va dire, à 20 cm. Et aussi, ils voient quasiment qu'en noir et blanc. Puis progressivement, en fait, quand ils vont grandir, l'œil va s'affiner, ils vont commencer à avoir un peu des touches de couleur. Donc c'est pour ça que j'ai imaginé, tu vois, le jour comme un livre noir et blanc. Et puis, je rajoute sur les illustrations noir et blanc quelques petites touches de couleur pour accompagner justement l'enfant, que cette lecture de ce Leporello puisse se poursuivre, en fait, quand même. On peut imaginer qu'elle puisse se poursuivre même quand l'enfant grandit un petit peu, quoi. Quel livre magnifique. Alors ça nous donne vraiment très envie. Évidemment, il y a l'importance et la musique reprend. L'importance du noir et blanc, mais c'est un noir et blanc qui n'est jamais triste, avec ces petites touches de couleur. Il l'explique très bien, Laurent, dans la vidéo. Il y a ce travail autour de la petite enfance, de ce que les enfants sont capables de percevoir tout petit. Évidemment, on voit le travail aussi de personnes comme Tana Oban, comme ça, mais il y rajoute vraiment sa touche d'affichiste.
Exactement. En fait, ce qui est amusant dans Laurent, c'est que moi, je l'ai rencontré parce qu'il m'avait envoyé comme ça des silhouettes noires par mail au tout début. Il n'avait jamais fait de livre, donc il était déjà intéressé par cette question de la silhouette qui parle autant que la couleur, enfin, la silhouette noire qui parle autant que la couleur. Et là, en effet, ça s'est totalement adapté au projet. C'est aussi un livre qui n'est pas très grand. Alors, j'ai oublié mes maquettes en blanc, donc je vais juste vous montrer sa taille. En gros, c'est ça. Et non, c'est ça à peu près. Et quand on le déplie, vraiment, c'est pas trop encombrant. Déjà, ça tombe pas quand on le déplie en librairie, puisqu'il est bien cranté, il est bien rainé. Et ça permet vraiment à ce noir qui est un noir d'une douceur inouïe. C'est vrai que c'est très étonnant, en fait. Je ne sais pas comment il fait ça. C'est une sorte d'équilibre. On sait que les couleurs s'équilibrent entre elles, mais pour lui, le noir est véritablement une couleur. Et il en fait quelque chose d'extrêmement doux. Voilà. Ça a l'air un livre qui va vraiment nous ravir. C'est un livre très sincère. Je crois que c'est ça aussi qu'il faut dire. C'est un livre qu'il a vraiment fait pour un bébé. Et il a tenu compte de ce qu'il y a autour du bébé. C'est-à-dire que c'est cette lecture qui va au-delà simplement du livre qu'on feuillette. C'est vraiment le livre qu'on dispose autour de l'enfant. Et on accompagne son regard. Super. Premier regard. Voilà. On va continuer notre voyage dans l'enfance avec une autrice aussi que tu connais bien, qui est une autrice qui a publié 3 albums déjà chez Helium, dont Petite Pousse, le dernier qui avait bien fonctionné. Et là, on va trouver avec le petit livre des grandes choses un imagier où sont présentées en double page des scènes vues à hauteur d'enfant. C'est ça. Et puis après, on a la scène réelle. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce livre ? Alors, le projet, il est venu en 2 temps. En fait, elle a 2 projets en un. Mais ce premier projet, c'est l'idée de vraiment se placer à hauteur d'enfant et voir ce que l'enfant découvre du monde. Et donc, toutes ces choses qu'on lui montre en page de garde, en fait, on va les regarder comme si on était le bébé qui regarde. Et ensuite, on va voir l'enfant découvrir la scène. Enfin, on va découvrir la scène avec l'enfant. Si on peut passer à l'image suivante, je sais pas. Allô ? Oui, voilà. Et on voit comme ça l'enfant face à l'objet ou face au meuble ou face à un parent grand. Et qu'est-ce qui est grand pour l'enfant ? Donc la notion de grand, ça peut être la botte qui veut enfiler. Donc là, c'est une botte, ça fait presque comme une image abstraite. Et ensuite, le petit enfile sa botte. Mais surtout, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que c'est un récit. C'est-à-dire que du matin au soir, il va y avoir comme ça la découverte de grandes choses pour l'enfant. Le grand livre qu'il y a d'eux. C'est-à-dire qu'on suit le temps de la journée. Voilà, exactement. C'est une journée complète racontée au travers de différents enfants qui vont se retrouver à la crèche et qui, à partir de ces découvertes, on voit complètement leur journée et leur façon de voir les choses. C'est la roue d'un bus. Ça peut être aussi le ventre de la maman quand elle est enceinte. Donc on a une vision du ventre de la maman enceinte. C'est le chien dont le visage peut être très grand pour l'enfant, alors que voilà, c'est toutes ces choses qu'il voit vraiment à sa taille et depuis sa sensibilité à lui. Et donc là, on rejoint vraiment le travail de Laurent de l'autre côté, c'est-à-dire que autant Sophie travaille en pochoir et avec des couleurs extrêmement raffinées, fines, autant Laurent travaille en noir, mais les deux sont totalement sensibles et sincères sur leur point de vue sur le tout petit. C'est-à-dire qu'ils font un livre pour les tout petits parce que ça les intéresse d'entrer sur ce récit-là. Donc voilà, là c'était le ventre de la maman qui est vu comme quelque chose de très grand et ensuite on voit l'enfant face au ventre de la maman. Je trouve que c'est un très bel exemple de ce qui est grand. Il y a une grande douceur dans la façon de dessiner de Sophie, sa façon de représenter les enfants. Elle le fait vraiment avec une délicatesse et une douceur qui est très chouette. C'est hyper rare, je trouve. Pour tous ceux qui connaissent l'édition jeunesse et l'illustration, c'est vrai que c'est une des choses les plus difficiles, représenter les enfants. Et elle arrive à en représenter la grâce, la maladresse. Et puis là, vous remarquerez
que c'est aussi un regard très inclusif, puisqu'elle a souhaité montrer des enfants qu'elle voyait quand elle-même allait en animation en classe. Donc il y a des enfants de toutes couleurs, de toutes origines, des grands, des petits. C'est vrai que même dans la même classe, en crèche, ils ne sont pas la même taille. Parfois c'est assez troublant. Il y en a des très très petits et au contraire des qui ont l'air beaucoup plus grands. Donc elle a voulu vraiment représenter ça de façon totalement juste. Voilà. Et pour finir avec cet album, dire que juste un petit c'est teasing, du pochoir. Oui, mais dire un petit teasing, c'est que c'est un petit format. Ah voilà. Et exactement. vous avez le projet d'en faire peut-être un... Voilà, donc c'est pour ça que je disais que c'était un projet en 2 temps. Ce livre-là s'appelle Le Petit Livre des Grandes Choses. Donc c'est un petit livre assez précieux qu'on va regarder à 2, qu'on va commenter avec l'enfant. Et puis l'année prochaine, il y aura le grand livre des petites choses, parce qu'on sait aussi que les enfants adorent les petites fourmis, les petits objets, etc. Donc il y a vraiment les 2 choses. Et il a deux façons de lire aussi, de façon d'accéder au livre. Donc, de la même manière que pour Laurent Moreau, c'est la façon dont le petit s'empare d'un livre qui lui est destiné. Super. On continue ? On continue. Allez, on remonte. Et là, alors, bon, là, vous allez craquer pour ce très bel album. Moi, j'ai moi-même craqué. Sortez les mouchoirs. Je vous le promets. On va regarder une petite vidéo, puis on en parle après. Océan d'amour de Peter Gaudensabos. Voilà. Il nous indique un peu plus sur cet auteur. Peter, voilà. Voilà, Peter, c'est mieux. Alors c'est qui ce Peter? C'est un... Peter Gaudensabos, c'est un designer, auteur, illustrateur qui a fait plusieurs livres dans les Flandres et qui a finalement décidé, enfin qui est flamand, et qui a finalement trouvé à chaque livre, il trouve une forme. Il a fait un autre livre qui me plaît beaucoup aussi, et je pense qu'on le fera aussi, qui est au contraire tout au trait. Donc là, c'est différent. Là, il veut rendre la couleur de l'émotion et d'une manière un peu amusante. Vous parliez du lien, vous parliez de l'amour. Là, on est vraiment en plein dedans. En plein dedans. Moi, ce que je trouve bien, c'est aussi de dire que l'amour existe pour les tout petits. Très rapidement, on sait qu'ils ressentent des sentiments forts comme ça, et le mettre des mots là-dessus, c'est toujours difficile. Et ce qui est amusant dans ce livre, c'est que en fait, il déploie le sentiment amoureux sur un certain nombre de pages. C'est un livre assez épais parce qu'il déploie les images, parfois sans mots, avec l'idée que on ne va pas pouvoir, par pudeur, par timidité, toujours dire les choses, et il faut les ressentir. Et donc, ce pingouin est amoureux d'ours, voudrait le convaincre, et il faut passer tout un été pour que le sentiment se crée, et ce livre se déploie de la même manière, avec cette lenteur qui est en fait un jeu déployé, comme un film déployé dans un livre. Et puis il y a aussi cette jolie ambiguïté, puisqu'en fait voilà. Ce sont deux animaux qui ne sont pas genrés,
Et donc, libre à chacun, libre au lecteur d'y mettre ce qu'il a envie d'y mettre. Et ça, moi, je trouve ça vraiment moi, ça chouette. me plaisait aussi. Et je pense que ça correspond aussi aux petits qui n'ont pas de sexualité particulièrement affirmée, petits, en fait. Donc, ils peuvent ressentir des sentiments amoureux un peu flous, un peu comme ça, sans savoir réellement ce qu'ils ressentent. Et puis, voilà. Et puis, c'est tous les amours, et tant mieux. Et ce qui compte, c'est l'amour. Peace and love. Donc ça continue, beau, hein. Ça commence et ça va continuer. Et vous savez quoi? On continue encore. Eh ben oui, c'est ça. Avec le retour d'une autrice, d'une illustratrice qu'on adore, qui s'appelle Carson Ellis. Évidemment, vous vous souvenez tous du Quackebs de Carson Ellis, qui cette fois est accompagné de Mark Barnett. Mark Barnett, en fait, pour ceux qui ne se rappellent pas trop, c'est celui qui a fait avec John Klassen la trilogie des formes, qui a fait aussi Extra-Doux, Le Loup, le Canard et la Souris. Enfin, c'est un grand auteur américain. Grand auteur américain, très connu pour son raffinement dans justement l'expression aussi de l'émotion. Mais là, il pose les questions de manière tout à fait différente. Et donc, on a souhaité vous montrer ces 2 livres à la suite, aussi pour montrer que la façon de faire les livres, évidemment, est tout à fait singulière. C'est ça qui est intéressant dans l'édition jeunesse. C'est pour ça que ni Isabelle, ni Thierry, ni tous les éditeurs d'ici se lassent, en fait. C'est que chaque fois, c'est une surprise, c'est une aventure littéraire. Et là, en fait, Mark Barnett va nous interroger. Voilà, c'est des questions. C'est un voyage initiatique qui est présenté tout le long du livre. Une grand-mère dit à son enfant, qui lui pose la question de savoir ce qu'est l'amour, vas-y, va voir. Et c'est vrai au fond que sous ce vocable amour, sous même le verbe j'aime, on peut avoir tellement de choses différentes. Donc il faut rentrer à l'intérieur du livre pour comprendre qu'en fait ça peut être l'amour presque comme une amitié, l'amour de son métier, l'amour de la vie, l'amour d'un animal, l'amour, enfin tous ces amours-là, en fait, toutes ces façons différentes d'aimer ou toutes ces façons d'aimer en général sont l'amour. Et c'est pas si simple finalement. C'est une question qu'on va peut-être avoir toute sa vie. On va se poser toute sa vie. Et dans le livre, l'enfant part au début parce que la grand-mère lui dit va poser des questions. Il a du mal à comprendre. À chaque fois, il s'interroge et puis il revient à la maison. Et c'est un homme. Longtemps après, d'ailleurs. C'est un homme. C'est voilà. un chemin qu'il a fait, qu'il a pris. Et il prend sa grand-mère dans les bras. Il n'y a pas de niaiserie. Il y a de l'intelligence, il y a de la question. Et c'est un livre qu'on va partager vraiment avec les enfants dans un questionnement qui interroge même les adultes, en fait. Et puis il y a le travail de Carson Ellis, qui est juste magnifique, encore une fois. Voilà, alors Carson Ellis, c'est toujours ce travail né de sa culture de l'art populaire américain. Ça veut dire une façon de traiter le paysage, la végétation, mais aussi les visages. Et donc c'est tout à fait particulier comme travail, singulier. Et moi je veux dire aussi que les choix que je fais sur des éditions étrangères, sur des auteurs étrangers, sont pour moi aussi importantes que ceux que je fais pour les auteurs français. C'est-à-dire que ça constitue un ensemble, un regard, et c'est pas parce que l'auteur n'est pas là que le livre n'est pas très important. Donc voilà, c'était autant pour l'Océan d'amour que sur celui-là. Il y a un vrai engagement de ma part de choisir ces livres-là particulièrement. Je pense qu'on peut dire que c'est un très bon choix. Merci. On continue cette présentation avec... Ouais, j'avais juste oublié un truc tout à l'heure quand j'ai présenté le petit livre des grandes choses. J'ai oublié de dire qu'il était sélectionné cette année pour l'opération du Val-de-Marne, vous savez, qui aide... à la fois une illustratrice, enfin un auteur-illustratrice, et qui aide l'éditeur à le publier. D'où le fait qu'on a réussi à faire un petit objet qui ne sera pas un prix colossal, bien qu'il ait beaucoup de pages. Merci le Val-de-Marne. Voilà. On continue notre chemin dans cette rentrée littéraire avec un titre qui va rappeler des choses aux libraires un peu plus anciens. C'est le Maxi Tip Tap et le retour d'Anouk Bois-Robert et Louis Rigaud. Voilà. Alors, je vais aller vite en fait, mais c'est vrai que c'est une nouveauté je considère que c'est une nouveauté parce que le livre précédent est absent depuis un an, qu'on en a fait une tout à fait nouvelle édition. Il est grand format, il fait 64 pages et surtout Louis Rigaud, qui a conçu ce jeu interactif associé au livre, a entièrement reconfiguré le jeu
pour contourner les méchants Apple. Voilà. Donc on va regarder la petite démo, ce sera plus simple. Le grand retour de Tip Tap. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil pour vous remettre, pour ceux qui l'ont déjà connu, ce livre en tête et se dire que c'est un grand format à 64 pages et qu'il y a plus de 350 mots, donc c'est très augmenté par rapport au premier. Et par ailleurs, c'était aussi pour dire que moi j'adore ce projet parce que je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il servait à la fois des orthophonistes, à des enfants aussi qui sont handicapés et qui ne peuvent pas utiliser leurs mains pour écrire. C'est difficile quand même d'écrire la graphie, donc qui se mettent à taper les mots. Et puis il y a un truc génial, c'est que c'est complètement satisfaisant, c'est-à-dire que lire un mot dans son livre, puis le taper, donc commencer à l'écrire, le comprendre, le lire, eh bien, ça veut dire créer une histoire. On crée son histoire, on a ces personnages, on les fait bouger, tout se passe sur l'écran, mais tout vient du livre. Donc il n'y a rien qui se fait sans le livre, et l'histoire qu'on crée est très satisfaisante pour l'enfant, positive. Super. Allez, on va passer aux albums pour les un petit peu plus grands, et je vais demander à Kartika Nair de nous rejoindre. Voilà. Kartika, formidable. Bonjour Kartika. Auteur des oiseaux électriques de Potakoudi. Kartika, vous êtes une grande poétesse, autrice, vous travaillez aussi dans l'univers de la danse et vous aviez déjà écrit le livre Le Tigre de miel, pour ceux qui s'en souviennent, publié aussi chez Helium, déjà illustré par Joël Jolivet. Et on va avoir tout de suite une petite vidéo pour nous mettre dans l'ambiance de ces oiseaux électriques de Potakoudi. Niché loin à l'intérieur des terres, le petit village où habite le jeune Raja s'appelle Potakoudi. Potakoudi est si petit que la plupart des maisons n'ont pas l'électricité. Le jour, les habitants travaillent à la lumière du soleil et la nuit, ils se contentent de l'éclairage de la rue. Raja n'est pas un Raja. Il n'est pas le roi de Potakoudi, car à Potakoudi, il n'y a pas de roi. Et bien qu'on ne leur demande pas leur avis, il ne serait pas étonnant que les oiseaux le nomment entre eux le prince de l'espoir. Et voici pourquoi. Comme chaque soir depuis 12 ans, Raja actionne le disjoncteur du compteur électrique accroché au poteau à côté de chez lui. Mais ce soir-là, un oiseau, un vanati kuruvi. Impossible d'allumer l'électricité sans les mettre en danger. Il faut maintenant prévenir les villageois qui vont s'inquiéter de cette étrange panne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Nous faire vivre dans le noir pour le bon plaisir de 2 volatiles, c'est dangereux. Actionner le compteur électrique, ce serait comme un tremblement de terre pour le nid. Tu n'as qu'à le déplacer, Raja. Je t'apporterai une grande cage. Ce que les adolescents se disent au pied du compteur reste un secret. Seuls les oiseaux pourraient nous le dire. Mais le lendemain matin, des douzaines et des douzaines de jeunes font barrage et protègent le nid. Alors Kartika, racontez-nous l'histoire de cet album. C'est tiré d'un fait divers, en fait, d'une vraie histoire. Tout à fait, c'est beaucoup plus théâtralisé, mais les éléments principaux sont vraiment du vrai. Donc il s'agit d'un village dans le sud-est de l'Inde, au Tamil Nadu, un village qui s'appelle Potakoudi, qui est d'ailleurs tellement petit que c'était difficile de trouver
de trouver des références en dehors de ce fait divers. Donc, en 2020, en plein été 2020, ce jeune qui existe, qui s'appelle Karaparaja, a un soir trouvé 2 oiseaux de ce qu'on appelle des Vanatikorui. C'est un mot très long, mais c'est des passereaux. C'est entre Bergeronnette et Pie. C'est ce que j'ai dit. Vous donner un peu l'idée. Oui, on les voit vraiment bien. Il les a trouvés dans le seul disjoncteur qui, en fait, contrôle toutes les lumières, toutes les lampes de rue du village de Potakuli. Et puisqu'il y avait un nombre de maisons et de maisonnettes, notamment, qui n'étaient fournies que par la lumière de la rue, il y avait des décisions très dures à prendre parce que s'il touchait le disjoncteur, ça allait exploser le nid. Et donc les villageois ont décidé de rester sans lumière pendant 35 jours. Le temps qu'il a fallu pour que le nid soit construit, pour que les œufs soient pondus et que les oisillons apprennent à voler. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Alors du coup, de ce fait divers, de ce fait merveilleux, comment on en fait une histoire? Quel était votre travail après derrière pour en faire un conte finalement? Donc Sophie a parlé du lien et c'est vraiment un conte que j'ai créé à partir des liens. C'était en pleine pandémie. J'étais en pleine chimio. Sophie, avec une gentillesse et une intelligence que je ne peux pas remercier suffisamment, m'a demandé de penser à des contes écologiques pour faire la suite du Tigre de miel, pas en termes de sujet, il ne s'agit pas de la même histoire du tout, mais dans une continuité thématique avec que 2 fils rouges, l'écologie et le fait que ça soit ancré dans le sous-continent indien. Donc j'ai trouvé plein d'histoires superbes et toujours avec cette volonté de trouver les marges. Donc des oiseaux de Potakuli étaient le dernier et ce qui m'a semblé le plus urgent parce que c'était un moment très, très dur pour nous tous, dans toute la planète. Et c'était une histoire qui était tellement pleine d'espoir, mais aussi le rappel que la solidarité, c'est pas facile. Il s'agit d'un travail de tous les jours. Mais il y a des récompenses énormes, que ce soit sur le plan, disons, planétaire, comme dans le Tigre de miel, où il s'agit de changement de saison, de sauver les abeilles, ou un plan très petit, un oiseau ou un couple d'oiseaux et leurs œufs. Et puis ce message, il est porté par des jeunes gens. Et moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette dans cet album-là, c'est que c'est la nouvelle génération qui porte un message. Au début, on voit que certains vieux sont un peu ronchons. Et finalement, les jeunes vont se battre pour obtenir ce qu'ils veulent. Ça aussi, il y a un message qui est très intéressant. Tout à fait. Et ça relève aussi du réel, c'est-à-dire que dans tous les reportages que j'ai trouvés où Karaparaja a raconté l'histoire, c'est vrai que les vieux étaient un peu plus inquiets parce qu'il y a le noir, il y a les serpents, ils ont vécu le noir aussi, donc avoir de la lumière, c'est très important. C'est là aussi où on trouve que pourquoi ce n'est pas facile de lâcher certaines choses. Et c'est les jeunes qui sont rassemblés et qui ont proposé des alternatives, comme accompagner les vieux les nuits quand ils devaient sortir, parce que toutes les maisons n'ont pas de toilettes, ou parce qu'il fallait faire des courses, ou se retrouver, enfin. Et j'ai aussi trouvé, moi je suis vraiment pas sur les réseaux sociaux et tout, et donc je suis extrêmement méfiante, mais j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très beau dans le fait que c'était la téléphonie et les réseaux sociaux qui ont fait que les jeunes pouvaient se retrouver, s'envoyer des messages, aussi rendre très immédiate ces oiseaux, parce qu'ils s'envoyaient les photos qu'ils montraient aux vieux, et du coup ça devenait quelque chose qui appartenait à tout le village. L'évolution des petits, le fait qu'ils grandissent, les couleurs des œufs. En tout cas, là, vous avez vu quelques images. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter Joël Jolivet qui nous en parle dans une jolie vidéo. Bonjour tout le monde, je suis désolée de ne pas être parmi vous aujourd'hui. Je vais vous raconter très vite comment j'ai travaillé avec Kartika, que j'ai rencontré suite à un voyage en Inde avec Sophie Giraud, qui était un voyage de 3 jours où on a rencontré des éditeurs indiens. Et puis 1 an après, j'ai reçu un message mystérieux avec un texte en anglais et j'ai trouvé ça formidable. Et c'est comme ça que j'ai connu Kartika, qui vit en Paris. Et je ne connaissais pas du tout l'Inde à part ces 3 jours.
Et elle m'a fait vraiment découvrir cet univers. Après, nous sommes allés plusieurs fois présenter le livre en Inde. J'ai travaillé à Bombay, j'ai travaillé ensuite avec Tara Books à Chennai. Donc je commence à connaître un tout petit peu cet énorme pays. Et donc pour ce deuxième livre, je vais vous montrer très très vite quelques images. Donc ce sont mes esquisses. Voilà. Un petit passage comme ça, les personnages. Donc, donc cette fois, l'histoire se passe dans le Tamil Nadu, qui est la région au sud-est de l'Inde. En noir et blanc. En plus, ça du papier tout pourri, parce que c'est pas des jolis dessins. Donc ça. Voilà. Et après, la couleur, les images. Là, ce sont des impressions, évidemment. En ton direct, c'est-à-dire qu'il y a 4 couleurs, il y a du bleu, du vert, du jaune et du rose et du noir. Donc 5 couleurs qui se mélangent ou pas. Il y a beaucoup plus de personnages que dans Le Tigre de Miel et on est plus dans un univers de quotidien, du village, des rapports entre les gens. C'est toujours au pinceau. Celui-là donc est une scène de jour, on va dire, et j'ai travaillé aussi beaucoup de scènes de nuit puisque c'est une histoire où la lumière disparaît, donc qui s'inspire du théâtre de marionnettes d'Inde du Sud, en clair-obscur, en ombre chinoise. Et il y a aussi tout un jeu avec la lumière et avec les effets de pochoir pour faire les ombres. Voilà, donc tout ça est en cours, c'est pas fini, je vais essayer de me dépêcher et puis j'espère que ce livre vous plaira. On remercie Joël pour ce petit message. C'est bon, elle s'est dépêchée, elle a bientôt fini maintenant. Sophie Bon, on a fait le point. On n'a pas encore tout à fait fini, mais elle est extrêmement inspirée. Et je crois que ce qui l'inspire, c'est justement l'idée que c'est un livre de liens. Et qu'il y a cette présence humaine partout en dehors des oiseaux. Et la magie vient des oiseaux parce qu'en fait, ce qui est super, c'est que Kartika est partie de ce fait réel. On voit bien que toute la famille circule autour du disjoncteur et ça devient un peu le lieu central des oiseaux, enfin du village. Mais après, les oiseaux, de façon magique, reviennent aider le village. Et donc ça, on ne vous le raconte pas parce que vous le lirez. Et c'est très, très beau et ça va être illustré par Joël d'une manière incroyable parce qu'elle est à la fois précise, documentée et en même temps très inspirée. Voilà. Merci beaucoup Kartika de nous avoir expliqué tout cela. Merci Kartika. Et nous, on va poursuivre avec une nouvelle collection que vous lancez en collaboration avec Radio France. Ça s'appelle Bestiole. Voilà, alors je sais que les libraires ont eu affaire à une grande collection de Radio France qui s'appelait Oli, qui avait été faite avec un éditeur, je ne sais plus, je crois que c'était Lafon ou Robert Michel Lafon, voilà. Bref, en fait, sur Bestiole, ils avaient envie de complètement autre chose. Ils avaient envie de quelqu'un qui fasse des livres très très uniques à chaque fois, et surtout où l'animal était le premier. Parce que je ne sais pas si vous connaissez ces podcasts, mais c'est l'animal qui raconte l'histoire. Vous savez quoi ? On va en écouter un, comme ça on aura tout de suite. Voilà, un petit peu ce sera mieux, ouais, c'est plus clair. Ce minuscule insecte de 2 à 4 mm, la taille d'un gros grain de sable, vit uniquement sur nos têtes d'humains. Il faut de très bons yeux pour le voir, d'autant qu'il prend la couleur des cheveux qu'il habite, ce qui le rend quasiment invisible. Protégeons notre tête avec une charlotte, prenons une loupe, une lampe de poche et zou! Allons chercher des poux. Qu'est-ce que j'adore ça, le sang! J'aime tellement ça que c'est ma seule nourriture. Allez, à la popote. Opération Pipi. Ça, c'est le podcast original, donc on voit qu'il y a vraiment un ton très humoristique. Et là, l'idée, c'est que vous allez travailler avec des auteurs, des autrices. Donc, il y a Isabelle Colomba, qu'on va retrouver un peu plus tard dans la présentation. Il y a Alice Buteau. Et puis, vous avez surtout confié la réalisation graphique à Julie Coulombet, qui met tout ça en scène. Oui, alors en fait, donc vous avez entendu, c'est Denis Chessou. Il fallait quelqu'un qui s'empare du dessin de la série, à la fois de façon
amusante et voilà, très vivante. Et donc la bande dessinée s'est imposée comme étant la meilleure façon de retranscrire un dialogue. Mais par ailleurs, il fallait aussi que cet illustrateur ou illustratrice sache dessiner un animal dans sa version naturaliste. Parce que le livre, c'est une bande dessinée, mais il y a des focus par moments sur des... Voilà, alors là, on voit le pou qui est très joli, comme vous pouvez le voir. Et puis, il y a des moments où on voit, dans le Marmotton, qui est le deuxième titre qui sort en même temps, on voit les griffes. Donc, il fallait que ça soit bien dessiné. On ne peut pas faire ça à moitié. Et Julie, elle a cette force incroyable, c'est qu'elle peut faire les deux. Et donc, en fait, moi, je me suis intéressée au projet, non pas parce que c'était Radio France, bien que j'avais déjà travaillé sur Pierre et le Loup avec eux et que je sais la force de leur publicité sur France Inter et tout ça, mais je trouvais que le projet était génial parce que c'était une façon amusante d'aller vers la connaissance. Et donc ça, c'est une façon que moi j'adore. Je trouve que c'est bien qu'un livre se balade et amène les enfants vers la connaissance sans forcément leur annoncer la couleur au départ. Et vous avez de la matière, hein, parce que des podcasts, j'ai vu, il y en a quand même un bon paquet. Oui, alors pour le moment, on y va doucement. Moi, vous savez, je n'ai pas l'habitude des collections trop. Hein. Les premières que j'ai faites, c'est Topé et Mulot, des choses comme ça. Donc d'ailleurs, on a pris le même format. On a pris avec des rabats, pareil. Donc ça va être des livres qui vont avoir le même type de prise en main et d'agréable lecture. Mais moi, je commence par 8 titres qui vont se faire en 2 ans. Donc on y va tranquille. On y va tranquille, mais ouais. Ça sera super. Ah oui, je crois que ça va être très très chouette. Enfin, en tout cas, le pou est entièrement terminé, la marmotte est en cours. C'est pareil que pour Joël, je suis obligée un peu de pousser tout le monde, mais on va y arriver, on y croit. Très belle collection à suivre donc. Avec un renvoi à la fin sur le podcast, donc on peut le lire en l'écoutant si on veut. Et on va finir ce programme Hélium avec un roman, la partie roman en fait d'Hélium, avec un très très beau texte de Ralph Doumi. Ça s'appelle « Que fait-on quand il pleut ?» Et Ralph, qui ne pouvait pas être là parce qu'il est un petit peu loin, nous a fait une petite vidéo. Voilà. Bonjour, c'est Ralph Doumi, je suis l'auteur du roman « Que fait-on quand il pleut ?» Je vous parle du Liban où j'habite et où je suis né. Je suis à un petit quart d'heure de Beyrouth que je surplombe. Que fait-on quand il pleut est l'histoire d'un jeune oiseau qui s'appelle Otto et qui vit dans une ville peuplée d'animaux. C'est un récit animalier. Et dans cette ville-là, chaque année, lorsque la saison froide arrive, lorsque les premiers nuages apparaissent, tous les oiseaux, qui sont des oiseaux migrateurs, se retrouvent sur une place et prennent ensemble, collectivement, le grand envol vers le pays chaud. Et Otto est amoureux du pays chaud. Il attend impatiemment ce jour-là chaque année, durant la saison qu'il passe en ville, tellement impatiemment que, cette année-là, la veille du grand départ, il n'arrive pas à fermer l'œil de la nuit et ne s'endort qu'au petit matin. Et voilà qu'il rate le grand envol. Et il se retrouve coincé en ville, en hiver. Et l'hiver, il ne connaît pas. Et il va être amené, durant le récit, à découvrir l'hiver en ville, en faisant des rencontres de gens qui sont parfois bien intentionnés, mais parfois un petit peu moins, même beaucoup moins. C'est une histoire qui parle de la double identité d'Otto entre le pays chaud et la ville, même si au début du récit, il croit qu'il n'est fait que pour l'un de ces deux lieux. Une double identité qui rejoint un petit peu la mienne parce que j'ai vécu une grande partie de mon enfance en région parisienne et le reste de ma vie, un peu plus long, à Beyrouth, au bord de la mer, dans un pays chaud. Et d'ailleurs, je suis content que ce livre ait pu être fait à distance entre Beyrouth et mon atelier par la fenêtre duquel on peut voir la mer et les éditions Hélium qui sont basées à Paris. Mais c'est un livre aussi qui parle des premières découvertes qu'on peut faire durant toute sa vie. D'ailleurs, il y a des premières fois tout le long de la vie. Mais il se trouve que je suis jeune papa et que je vis ça assez intensément ces 3 et 4 dernières années. Avec ma fille qui fait ses premières découvertes, premières pluies, mes premiers soleils aussi, premières rencontres à l'école, premières vacances, premiers voyages. Et le meilleur que je peux lui souhaiter est de faire toutes ces premières découvertes-là entouré de gens bienveillants. Et c'est le mieux que je peux souhaiter à mon personnage aussi. J'espère que la lecture de ce livre sera un bon moment pour vous et pour les lecteurs qui auront l'occasion de le lire. Et si on peut ressortir de sa lecture avec l'idée qu'on est fait de choses complexes, que nos identités ne sont pas aussi simples qu'on peut le croire ou qu'on peut vouloir nous le faire croire, ce serait super.
Merci à tous. Merci Ralph. Ce texte, il est hyper sensible, vraiment très très beau. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un texte encore qui nous parle de solidarité, qui nous parle donc de cet oiseau qui, vous avez compris, a loupé l'envol de la grande migration et qui se retrouve pour la première fois en hiver dans ce pays qui devient froid, humide, et puis qui va découvrir autour de lui toute une galerie de personnages. Il y a une petite enquête, voilà, il y a des personnages vraiment un peu fil conducteur de cette histoire. Il y a un charme. Il y a un charme. Laure Delade, qui travaille avec moi avant son congé maternité, m'avait proposé ce projet. Et j'ai trouvé ça tout à fait charmant et incroyablement sur le fil. C'est-à-dire que rien n'est jamais dit d'une manière lourde, mais on comprend qu'il y a la possibilité d'un passeur qui ne va pas être sympa, qui va lui voler son instrument, enfin, qui va prendre son instrument. Au début, il souhaite vraiment rejoindre les pays chauds. Il souhaite rejoindre les pays chauds. Donc il y a l'histoire d'un passeur, il y a l'histoire... voilà, ce personnage qui, au départ, n'est pas fait pour la ville, risque de rester là et d'être voilà, pris en main par des personnages qui ne sont pas agréables. Et au fur et à mesure, il y a quelqu'un qui a un imperméable jaune qui est là, qui est au cinéma, qui revient plein de fois, qui pose un guide pour la vie dans la ville. Voilà. Et puis Aimé Lombard, qui avait remplacé Laure pendant le congé, a aussi beaucoup travaillé sur ce livre. Et à la fin, on s'est dit avec Aimé que, enfin en tout cas moi j'ai proposé qu'on demande à Julia de s'emparer du texte, parce que c'est un texte... Julia, c'est Julia Wouters. Voilà, pardon, Julia Wouters. Parce que c'est un texte pour les petits quand même, donc il fallait de l'illustration, mais il fallait quelqu'un qui ait une forte personnalité pour incarner ce personnage, qui est censé être un oiseau, mais qui est quand même un humain, qui en tout cas en ressent les émotions. Et donc Julia, en jaune et noir, qui étaient les couleurs traditionnelles du polar, a souhaité illustrer ces personnages, les rendre vivants, leur donner à chaque fois beaucoup d'expressivité. Et elle a fait des images qui sont magnifiquement composées. Il faut quand même dire que c'est une très grande dessinatrice et que son travail aussi éclaire ce livre qui a son charme dans l'écriture, mais qui est prolongé vraiment par cette lecture de l'image. Donc je trouve que c'est un beau livre. Alors vous allez avoir dans vos sacs le livre à lire. Il est imprimé très moche, je vous préviens. C'est-à-dire que c'était des numériques, donc ils n'ont pas fait le jaune qu'il faut, donc il est marron. Et à l'intérieur, il est en noir et blanc. Donc c'est pas du tout ce que vous aurez. À la fin, c'est un livre qui va être jaune et noir, et avec un peu de bleu marine en couverture, et qui va être pétant, donc, et relié. J'ai vu les vraies couleurs. C'est très très beau. C'est très très beau. Ouais, voilà. Donc patientez pour le vrai livre, mais c'est un livre magnifique. Voilà. Sophie, il est déjà l'heure de nous quitter. Je sais, je suis désolée. Peut-être en quelques... J'espère que j'ai pas... Non, on est bien. En quelques mots, peut-être un petit peu des autres titres du programme. Je crois qu'il y a un petit... Il y a un livre magnifique, mais on n'avait pas le temps d'en parler. C'est Un vent de paix. Donc c'était le côté pisse que j'ai pas pu vous présenter parce que voilà, on peut pas tout faire. Qui est un livre sur la guerre et qui en ce moment évidemment est un livre qui questionne, mais qui est aussi un livre qui apprend l'histoire. Donc c'est un livre très intéressant. De deux jeunes auteurs, Suzanne Arex et Jonathan Blézard, pardon. Et c'est vraiment un très beau livre. Et puis, un livre pour lequel j'ai beaucoup de sentiments, c'est Oiseau plus oiseau, qui est le premier livre aussi d'un jeune illustrateur, designer qui s'appelle Valérian Henry et qui est aussi une découverte. Voilà. Et puis notre ami Benjamin Chaud avec le livre de coloriage de Pompon Ours et les pompons blancs, les petits ours, les tout petits ours. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, Sophie Giraud, pour cette présentation. La parole. Non, tu peux poser le micro là, voilà. Et nous, on va faire la transition avec les éditions du Rouergue Jeunesse. Et voilà, qu'on est très content d'avoir ici. Alors, je vais m'occuper de la présentation des albums, et puis après, il y aura Olivier Pilet, l'éditeur de romans, qui va venir me rejoindre. Et cette rentrée au Rouergue Jeunesse, je trouve qu'elle est marquée par un retour aux valeurs. Hein. C'est très important. Vous allez voir, il y a
tout un tas d'auteurs qu'on a l'habitude de suivre au Ouvert Jeunesse déjà depuis beaucoup d'années. Et c'est avec un grand plaisir qu'on va les retrouver dans cette rentrée des albums. Et on va commencer par vraiment une autrice maison, hein, j'ai envie de dire. Je crois qu'elle a sorti Nino dans le frigo en 95. Donc elle a presque tout connu de l'aventure avec Olivier Douzou. Et elle nous revient avec cet album qui s'appelle Ronron. Et là, je vous invite à ronronner de plaisir avec nous. On va regarder une petite vidéo. On y est bien. Hein. Vous l'avez compris, dans cet album, on est vraiment dans la douceur, dans un côté très cocon, où les petits, les plus jeunes vont pouvoir se pelotonner et se ronronner de plaisir. Voilà, c'est un album qui va faire du bien. Ça sort le 7 septembre et c'est le retour de Frédéric Bertrand. Deuxième autrice, alors c'est une autre... Ah, c'est reparti. Ah, on a envie d'y retourner, on a envie tellement c'est bien. Deuxième autrice que le WERG a vraiment fait découvrir en France, c'est l'estonienne Piret Raud. Et je ne sais pas vous, mais moi en tant que libraire, j'adore ces livres parce qu'ils ont vraiment une originalité et puis une façon de vivre qui est complètement différente de plein d'autres albums. On l'avait découverte avec le thé au poisson, avec... un jardin merveilleux, une drôle de famille. Et là, elle revient avec un album en bichromie d'une beauté rare. On a vraiment tout le talent de Piret Raud dans cet album. Il y a une vraie poésie dans l'écriture. Mais ce que je vous invite, c'est écouter Olivier Douzou en parler. On sent qu'il est fan de Piret. Piret Raud est aujourd'hui l'écrivaine estonienne pour la jeunesse la plus traduite. Également illustratrice, elle a été nominée plusieurs fois pour le prix Hans Christian Andersen. J'ai choisi de travailler et de publier Piret Raud parce que j'adore son humour. Il y a toujours une quête dans ses albums qui donne du sens et un trajet à ses albums qui m'a intéressé. Et voilà, c'est raconté avec un humour, un drôle d'humour, un humour que je pourrais qualifier d'anglo-saxon, qui est très raffiné, très subtil. Et voilà, c'est tout ce qui m'attire à la fois dans le travail de Piret, c'est un peu cette dualité entre le grave et le léger, le double sens, les sens inversés. Je trouve que les sujets qu'elle traite sont des sujets graves et c'est vrai que c'est important aussi d'en parler dans une maison d'édition. J'adore la légèreté qu'elle y met et en même temps c'est contradictoire avec le temps qu'elle passe à faire ces images. C'est toujours un travail très minutieux souvent avec des petits points. Moi je suis fasciné par le temps qu'elle peut mettre et le temps que prennent ces images, quoi. Alors cet album, en fait, il nous raconte le parcours d'une bouteille. Une bouteille qui a une mission, qu'on voit sur la couverture. Cette mission, c'est transmettre à la mer un message. Ce message, il vient du lac, qu'on voit aussi à gauche. Et le lac, en fait, il a envie de déclarer son amour pour la mer. Il est encore question d'amour ici. Je crois que les auteurs avaient vraiment besoin de parler d'amour. Et il va confier à cette bouteille, en fait, ce message. Et on va suivre cette bouteille tout au long de la rivière
tout le trajet qu'elle va faire pour retrouver la mère. Elle va rencontrer plein de personnages différents, à chaque fois en expliquant pourquoi elle transmet ce message. Et c'est vraiment un livre qui est écrit sous forme de lettres. En fait, c'est la lettre qu'on va suivre, et puis qui vont se transformer en un vrai poème d'amour. Et ce poème, je vous laisse découvrir ce qu'il deviendra quand elle arrivera à la mer, mais c'est un livre magnifique, un livre sensible. Voilà, si vous aimez déjà l'univers de Pierrette Rose, c'est encore une autre corde qu'elle vient creuser qu'elle vient frotter avec talent. Et puis effectivement, comme le disait Olivier, il y a son illustration. Quand on pense le temps qu'elle doit mettre à faire tous ces petits points là, quand on regarde les images une par une, c'est assez fou. Voilà, donc ça va être un des très beaux albums de la rentrée du Rouergue. On poursuit avec un auteur assez peu connu. Et plutôt que de grands discours, j'ai l'impression de faire un show. J'adore. On va en faire une petite lecture. Et toi? Et toi? De Christian Volz. Une créature bizarre qui ne comprend jamais rien. Ma plus fidèle amitié. Une calamité! Un truc qui fait trop peur! Une réserve de câlins si agréable. Une drôle de bestiole, hein. Tellement moche. Quelqu'un qui comprend toujours tout à l'envers. Celle qui sait faire tellement de choses. La plus gentille des sœurs. Une chose qui pose beaucoup trop de questions. Une créature sensible, un peu timide. Ma super pote, toujours là pour m'aider. Une bestiole tellement forte et puissante. Et toi, monsieur Loup, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dirais un petit être fragile et sans défense. Ah, merci, monsieur Loup, d'avoir répondu à ma question, même si c'est pas très agréable à entendre. Drôle de bestiole, petit être fragile, c'est agréable, la plus gentille des sœurs, créature bizarre, réserve de câlins, forte et puissante, une calamité, fait trop peur, mon pire pote, fidèle amitié, tellement moche. Et toi, maman, tu veux bien répondre à ma question? Qui suis-je réellement? Mais tu es toi, ma grande fille, avec tes qualités et tes défauts. Il n'y en a qu'une comme toi. Et c'est telle que tu es que je t'aime de tout mon cœur. Hé hé hé, c'est trop chouette d'être moi. Génial. Sans gêne. Brute. Oh, t'es trop forte. Je m'étais jamais posé cette question. Donc le nouvel album de Christian Volz. Merci à lui en tout cas. On va voir quelques images, voilà, c'est celle que j'ai montrée en mieux, en plus jolie. On retrouve évidemment son univers graphique qu'on connaît, qu'on apprécie. Et puis voilà, c'est ces textes aussi qui bougent un petit peu. Lui aussi avait besoin d'amour, de s'interroger sur ce qu'on est. Un très très bel album à découvrir aux éditions du Rouergue. On poursuit avec... Eh bien, vous allez voir dans cette présentation, il y a plusieurs livres qui parlent de Noël de manière un petit peu décalée. Et là, ça s'appelle Le pire Noël de ma vie. C'est un livre écrit par Victoria Cario et illustré par Juliette Binet. Alors Juliette Binet, on la connaît depuis quelques années au Rouergue, notamment avec Le Mauvais Pli et puis Monts et Merveilles. Et Victoria Cario, c'est une autrice et scénariste. Elle a écrit beaucoup de fiction radiophonique notamment.
sur France Inter, sur France Culture. Elle a gagné pas mal de prix dans ce travail. Et elle a vraiment un ton, elle a quelque chose dans l'écriture qui est très particulier et que vous allez voir avec ce livre de Noël bien particulier, bien original. Donc on est à Noël, les cadeaux sont bien emballés, tous les cousins sont là, ils imaginent ce qu'ils vont découvrir sous les paquets. Vous avez tous fait ça, hein, vous voyez les formes des paquets comme ça, puis vous avez fait votre liste, donc vous savez un petit peu ce que vous attendez. Et à chaque fois qu'ils vont ouvrir le paquet, catastrophe, c'est pas du tout ce qu'ils ont imaginé. C'est une vieille chouette, une vraie, hein, une roue de bicyclette, une chaise, ou encore une harpe sans corde, là on la voit. Bon, deux possibilités, soit le Père Noël est complètement devenu gâteux, hein, ce qui est possible, hein, soit les parents leur font une blague. Les enfants vont se réunir, ils vont relever le défi, ils vont se dire ok, ils veulent jouer à ça. Et donc ils vont... vous allez voir, enfin, je vous dis rien, vous le découvrirez par vous-même. La surprise va être assez chouette. Alors cet album, on retrouve tout le talent d'illustration de Juliette Binet, une illustration toujours aussi délicate, si précise. Et puis pour moi, c'était aussi la découverte d'une vraie écriture, celle de Victoria Cario, qui est vraiment drôle, qui est un peu incisif. Enfin, voilà, c'est vraiment un très très bel album qui renouvelle bien le genre du livre de Noël. Et les libraires savent combien on a besoin de renouveler ce genre. On poursuit cette présentation d'album et là je vais inviter à me rejoindre Michel Galvin, s'il est là. Il est là. Bonjour Michel. Vous pouvez prendre un micro, celui-ci plutôt parce que je l'avais branché. Alors Michel, on vous connaît, vous avez fait de la bande dessinée, du graphisme, de l'illustration, de la peinture, vous avez travaillé pour la presse, et puis vous avez travaillé pour l'édition jeunesse exactement, avec des albums au Seuil et puis au Rouergue. Vous avez notamment publié Demain et presque un autre jour, ça c'est votre dernier ouvrage publié en jeunesse. Vous avez eu La Pépite de Montreuil aussi avec La Vie rêvée il y a quelques années. Voilà, vous faites votre petite production pas forcément abondante, mais à chaque fois avec un travail de qualité. Et cette fois-ci, vous arrivez avec, c'est décidément le thème du jour, avec Amour. Amour, ça commence dans un western, enfin ça commence comme dans un western, j'ai envie de dire. On a d'un côté deux clans, les Comanches et les Sans-Manches, sauf que le cadre est une déchetterie. Racontez-nous un petit peu cette histoire. Je vais avoir du mal à la raconter parce que c'est une histoire multiple. Et pour rebondir sur ce que disait Sophie tout à l'heure, c'est vrai que l'amour est multiple, surtout dans la langue française. Il y a d'autres langues qui arrivent à éviter un peu l'écueil. Mais pour nous, les Français, aimer partir en vacances ou aimer Picasso ou aimer une personne, on utilise le même mot. Et en fait, c'est pour ça que j'ai mis un S à amour. Le petit S qu'on retrouve à la fin du titre. Voilà, amour avec un grand A et avec un petit S. Et le petit S, en fait, il est important parce qu'il déploie le monde dans sa multiplicité, l'approche qu'on en a, à travers le corps, à travers la passion, à travers l'histoire. Et c'est le thème de ce livre qui est, en fait, il y a plein de thèmes dans ce livre, parce que c'est à la fois la guerre des boutons, c'est à la fois les amants de Vérone, c'est à la fois un western, c'est vrai, c'est à la fois une comptine sur le changement climatique et ses conséquences. C'est à la fois un peu un conte philosophique, c'est-à-dire ça parle des anges, les petits pingouins, les petits manchots, pardon. Les petits manchots sont un peu comme des anges. C'est à la fois un peu une tragédie grecque en miniature. Ouais. Alors les sacs poubelles jouent un rôle d'ailleurs déterminant là-dedans dans la narration visuelle parce qu'ils sont tour à tour soit des chérubins qui volent dans les airs, soit des gros sacs poubelles plombés de leur contenu au sol. Alors c'est vrai que a priori dit comme ça et vu comme ça, c'est pas un livre spécialement gai. Mais il y a beaucoup d'amour quand même. Mais voilà, c'est ça. Mais c'est vrai qu'on ne vit pas dans une époque spécialement gaie non plus, mais il ouvre en tout cas sur une épiphanie un peu de l'amour et de l'espoir et de la légèreté. Et de la poésie. Et ça se finit bien, donc voilà, je vous le dis parce que je sais que c'est important. Non. Pour reprendre juste un petit peu le fil de l'histoire, donc on a Roger. Roger, c'est un vieux pneu. Oui, désolé. Et c'est un poète.
Hein, il manie la langue de manière très élégante. Et puis, il déclame au vent, comme ça, ses poèmes pour Olga. Olga, c'est une vieille raquette de tennis, on l'a vu tout à l'heure sur les images, dont il est amoureux. Elle avait beaucoup de succès, et puis bon, bah, voilà, elle est un peu périe. Et puis, donc, ce Roger, il fait vraiment l'admiration de Léon. Léon, c'est un petit bidon rouillé. Hein. Donc lui, il fait partie des Comanches, puisqu'il a un manche, enfin une anse, c'est ça. Et du coup, Léon, il aimerait bien aussi, lui, apprendre la poésie du vieux Roger. Donc il s'initie comme ça, parce que lui, en fait, il est amoureux de Gertrude, c'est la petite brosse. Voilà. Et donc cette histoire, on va suivre ces aventures comme ça, amoureuses, double, multiple, enfin voilà, l'amour est partout quand même dans cette déchetterie. Alors pourquoi la déchetterie en fait déjà comme lieu de... Parce que c'est les lieux d'abandon par excellence, hein, et c'est un lieu où les objets qui ont eu une histoire se retrouvent pêle-mêle au milieu d'une espèce de décor donc qui pourrait faire penser à du western, mais jonché de bouts de plastique plus ou moins colorés, plus ou moins en morceaux. D'objets donc qui ne servent plus à rien, on n'est pas loin de la poubelle, c'est vrai, et c'est au milieu de toute cette espèce de passé un peu, on est un après tout ça, quoi, voilà, on est un après tout ça, et il se passe quoi? Alors c'est aussi un peu un jeu avec l'existence, avec la mort, l'idée de la mort aussi, et puis tout ça finit par être couvert de la neige. Alors un peu la neige, pour filer un peu la métaphore avec les angelots et puis les pingouins, enfin les manchots, qui sont un peu comme des anges, c'est-à-dire qui ne peuvent pas manier eux les objets, parce qu'en fait l'opposition entre les manches et les sans manches, c'est les objets sont irréconciliables, parce qu'il y en a qui ont un manche et qui servent à quelque chose qui peut être manipulé, et les sans manches ne peuvent pas être manipulés, pourtant ils ont servi aussi à quelque chose. Et en fait ils vont être réconciliés dans des pingouins facétieux, amoureux, qui se cherchent d'ailleurs tout au long de l'album et qui finissent par se trouver et qui produisent des espèces d'artefacts un peu comme ça, comme des divinités d'un peu d'objets qui sont vaguement humanoïdes un peu. Et par un jeu de création et de créativité, donc ils arrivent à réunir des objets qui étaient irréconciliables et surtout à réunir les amoureux qui communiquaient à travers une poésie qui était portée par le vent. Ça fait beaucoup hein, quand même. Hein. Alors, je vous rassure en fait, hein, quand on le lit, on n'a pas tout ça en tête, hein. Et notamment il y a plein de narrations différentes et les lecteurs en fait vont pouvoir se balader dans ces différentes narrations. Il y a effectivement les deux manchots pingouins qu'on va suivre et puis ça se lit presque comme un album sans texte, hein. En fait on suit leurs aventures en dehors du texte qui est vraiment raconté. Et puis il y a ces histoires d'amour et puis il y a les poèmes aussi qui sont vraiment présents. Il y a des belles phrases poétiques qui sont dites. Merci. Je vous en prie. Merci. En tout cas, voilà, c'est un album qui peut paraître dense au premier regard, mais qui vraiment va vous emmener dans un univers dont on n'a pas du tout l'habitude. Il se lit très facilement, ouais, ça c'est vrai. Donc c'est un album dont le thème donc, est l'amour sous ses multiples canaux, aspects, mais c'est un livre sur l'épiphanie, c'est-à-dire la renaissance de tout après soit le désespoir, soit après une catastrophe, soit après... c'est un thème qui m'est très cher. Sur la vieillesse aussi, du coup. Sur la vieillesse. Ouais, aussi, ouais. Non, mais on peut aimer encore. Voilà, enfin, il y a plein de. Pourquoi vous regardez? Vous savez quoi? J'ai envie de finir sur des mots qui sont les vôtres. C'est Olivier Douzeau qui m'a envoyé ces mots. C'est comme un poème, en fait, qui résume un peu tout. L'amour peut tout. Il peut changer un pneu usé en poète, un sac plastique en chérubin, un petit Léon en Roméo, une déchetterie en paradis, une petite brosse en reine des fées, le vent en messager, une raquette fatiguée en star adulée, l'hiver en printemps, le froid glacial en chaleureuse retrouvaille. L'amour peut tout. Les pingouins le savent bien quand ils sont amoureux. Je persiste et signe, oui. Et alors, c'est vrai qu'au fil de mes albums, on a toujours un peu le même désert un peu rocailleux avec des espèces de rochers. Il y a deux raisons pour ça. La première, c'est que c'est facile à dessiner et que ça spatialise facilement, finalement, à peu de frais. Il faut bien le dire.
Et une autre raison, c'est que j'ai remarqué que les grands récits épiques et les vérités cosmiques se rencontrent souvent dans le désert. C'est pas un hasard parce que dans le désert, on a une espèce de flottement sur l'échelle des choses et sur les distances. Et donc on est relié et renvoyé à sa propre existence, à un endroit précis, à un moment précis. Et c'est pour ça que ça se passe toujours dans le désert. Voilà, je voulais le dire parce que c'est vrai que c'est un peu, ça revient comme une obsession, mais voilà. Et donc là, plus que jamais, finalement, l'amour qui prend place dans un désert de l'abandon et puis qui arrive à bien se finir, donc c'est vraiment l'épiphanie, ouais. Merci beaucoup, Michel Galvin. Merci à vous. J'invite maintenant Olivier Pillet à me rejoindre. Et Myrène Duval aussi peut venir. Oui. On va donc apporter avec Olivier et Myrène la rentrée littéraire texte au WAG. Et on va commencer tout de suite. Bonjour. Avec ce premier texte illustré, on va appeler comme ça, qui s'appelle Merci pour la tendresse, donc écrit par Myrène Duval et illustré par Emma Constant. Le livre est là, magnifique. Ah, c'est bien. Non, c'est bien de le voir, moi non plus je ne l'avais pas vu, et c'est vrai que c'est vraiment très joli de le voir en vrai. Myrène Duval, vous êtes professeure, autrice, vous avez créé au ROEG notamment Mon chien, Dieu et le Pokétruc. Voilà. Et puis plus récemment, un roman ado qui s'appelle Délit de solidarité, qui m'avait particulièrement ému. Donc, merci pour ça. Et donc vous revenez avec ce livre illustré, Merci pour la tendresse. Et ce que je vous propose, c'est tout de suite de voir une petite vidéo qui va vous mettre dans l'esprit de ce livre. Donc non, effectivement, ça ne se passe pas qu'à la plage, et il se passe plein d'autres choses. Alors déjà, racontez-nous un petit peu, Myrène, un peu l'idée de cette histoire. Donc c'est un ouvrage, on va suivre essentiellement 3 personnages. Donc la petite fille qu'on a vue dans l'extrait, sa tata, et puis celle qu'on n'a pas vue, c'est la mère aussi qui est présente. 3 personnages avec 3 univers complètement différents. Est-ce que vous pouvez nous les présenter un petit peu ? Alors effectivement, c'est l'histoire de cet enfant qui passe l'été, parce que le livre commence sur le dernier jour de classe, donc c'est le début des grandes vacances, et elle va passer l'été avec sa mère, chez elle. Sa mère qui se trouve avoir une addiction assez sévère pour l'alcool. Donc c'est un été particulier, et il y a cette tante aussi qui est assez présente, qui vient très régulièrement, on imagine les week-ends, les mercredis après-midi quand elle travaille pas. Et qu'elle peut en fait. Voilà, exactement. Qui vient sortir cette petite de la maison, et puis essayer aussi d'être la personne qui va permettre aussi à la mère de sortir la tête de l'eau, on va dire. Enfin, c'est la fin que je viens de dévoiler. Mais donc il y a de l'espoir, il y a de l'espoir. Et donc effectivement, c'est cette petite, on la suit tous les jours. Elle est donc souvent seule avec sa mère, et elle essaye tous les jours de trouver. Alors il y a des moments un peu de désœuvrement. Bon, on va dire qu'elle est un peu seule, hein, il n'y a pas de doute. Elle peut vraiment pas beaucoup compter sur sa mère, donc
elle joue avec des cafards sur le rebord du lavabo. Et puis, elle essaye assez souvent de venir chercher aussi sa maman pour faire des jeux. Ouais, elle tente un peu de la ramener avec elle. Voilà, donc il n'y a pas toujours beaucoup de répondants du côté de la maman. Alors, c'est pas grave, elle fait les questions et les réponses. Il y a vraiment beaucoup de moments... Alors, il y a des moments qui sont très, très souriants, très, très drôles, notamment avec la tante. Il y a des moments où cette petite, elle passe un peu par toutes les émotions possibles, parce que c'est pas facile ce qu'elle vit, évidemment. Donc, quand elle vient jouer et que ça fonctionne pas, elle peut être un peu agacée. Mais aussi, voilà, on sent un amour, justement une tendresse et un amour absolument inconditionnel et infini entre la mère et l'enfant. Et elle se débrouille, quoi. Elle est pleine de ressources, elle est assez incroyable. Alors c'est ça qui est vraiment fort, je trouve, dans ce texte, c'est qu'on n'est jamais dans une approche misérabiliste du sujet. C'est-à-dire qu'il y a quand même, malgré le sujet, malgré cette mère qu'on comprend bien est assez peu présente, en tout cas pour son enfant, elle n'est pas disponible, il y a une forme de légèreté dans le ton, une forme d'optimisme, en fait, mine de rien, qui est présente. Ça, c'était vraiment une volonté pour vous, à l'écriture, d'avoir ce ton qui reste quand même... Alors, à l'écriture, je dirais non, parce qu'initialement, c'était pas tout à fait un texte prévu pour les enfants. C'est grâce à Olivier qu'on l'a réorienté, réécrit, retravaillé, et qu'on a effectivement essayé de faire en sorte que ce soit pas un livre déprimant, inquiétant, même si parfois on sent l'inquiétude aussi de la petite, mais tout ça, je trouve que c'est très entre les lignes. C'est beaucoup de non-dits, en fait. C'est-à-dire que c'est jamais affirmé en disant la petite est inquiète et tout ça. Non, c'est vraiment... C'est une situation qui fait que, en tant que lecteur, on va le ressentir, mais c'est jamais marqué, en fait, non, dans le texte. Le mot alcoolisme ou même le mot alcool n'est jamais présent dans le livre. Donc ce sont beaucoup de choses que l'on sent dans des petites scènes du quotidien, qui sont des scènes très simples de petits déjeuners, de jeux, de moments de peinture, etc. Mais c'est vrai que quand elle l'appelle, qu'elle essaye de la réveiller, et que sa mère lui dit « mais arrête de crier ». Elle dit « je crie pas, mais j'avais pas vu si tu respirais ». Donc c'est ce genre de petites choses où on se dit, là à ce moment, on sent l'inquiétude, quand à d'autres moments, on sent d'autres choses. Mais ce sont surtout les illustrations aussi, je crois, qui ont beaucoup aidé à faire en sorte que ça reste accessible, souriant, et pour des enfants, justement, pas inquiétant. Je crois que l'idée, c'était quand même de dire, des situations difficiles, il y en a partout, elles sont à chaque fois uniques. C'est une addiction à l'alcool, ça aurait pu être une addiction à n'importe quoi d'autre, ça aurait pu être beaucoup d'autres choses, même une maladie qui aurait fait qu'il y a cette impossibilité pour la mère d'être là à ce moment-là de sa vie. Mais c'est pour que ce soit abordable et intéressant et quand même, je crois, vraiment souriant pour des enfants, c'est aussi Emma qui a fait ce travail d'animaux humanisés ou d'humains animalisés, mais enfin voilà, ces petits personnages qui sont pleins de vie en fait aussi, et ce sont des illustrations qui sont très, je trouve, qui apportent cette légèreté dont vous parlez. Complètement, oui. Alors on peut peut-être montrer le livre parce que à la vidéo on a l'impression que c'est qu'une bande dessinée. Il y a quand même, c'est vraiment du texte avec des petites parties bande dessinée. Hein. C'est quand même un vrai roman. Puis vous voyez la longueur du texte, donc c'est vraiment un roman. Et puis de temps en temps, il y a des petites scénettes comme ça de bande dessinée qu'a créé Emma Constant. Et c'est vrai que elle a, dans son dessin, dans sa forme, elle met de la légèreté en fait dans ce texte qui est vraiment superbe. Et puis il y a le rôle de la tata aussi qui est là un peu pour... qui fait des permet respirations. à tout le monde de respirer et effectivement de garder espoir. Voilà, là vous voyez un peu la forme, ce qu'on voit mieux. En tout cas, merci beaucoup pour ce texte, parce que c'est un texte dont nous, en tant que Liban, on a besoin aussi de sujets qui traitent de thématiques comme celui-ci. Il y a très peu de livres qui existaient sur ce sujet. Et justement, ça c'est un petit peu l'une des raisons pour lesquelles je l'ai écrit aussi, c'est que effectivement j'avais cherché probablement assez mal et assez vite, mais j'avais trouvé peu de titres qui traitaient de ça, et j'avais eu des élèves dans ma classe, dont une fratrie dont le père était alcoolique. D'ailleurs, les titres que j'avais trouvés parlaient très souvent du père alcoolique et jamais de la mère. Et cette maman m'avait dit une phrase en anglais qui était incroyable, et j'ai oublié malheureusement, mais dedans il y avait shame et shade, et ça disait que c'était dans l'ombre de la honte que finalement on pouvait sombrer. Et donc elle m'a dit, moi je veux pas que mes enfants aient honte de l'alcoolisme de leur père, et donc je veux que ce soit officiel, je veux qu'on en parle en classe, ce qui était très louable mais pas évident, parce que les enfants n'en parlent pas eux-mêmes, ils disent pas mon père est alcoolique ou ma mère est alcoolique, et nous, moi c'est pareil, quand je fais le programme de la journée,
Je ne mets pas calcul mental, dictée, alcoolisme. Donc, c'est pas du tout facile d'introduire ça. Et à chaque fois, je crois que la littérature, c'est toujours la meilleure porte d'entrée possible. Et c'est vrai que j'ai pensé... on a un peu de retard par rapport à la sortie qui avait été prévue en 2020. À l'époque, j'avais encore ces élèves dans ma classe et je me suis dit que ce sera une super porte d'entrée pour eux et pour se sentir moins seul et pour qu'on puisse en parler tous ensemble en classe. Merci. Et je rassure tout le monde, en fait, c'est vraiment un livre qui est abordable à tous. C'est-à-dire que le sujet, même s'il est évidemment central dans le livre, c'est un livre qui peut complètement se conseiller facilement parce que justement, il y a cette énergie faite donnée par les illustrations et puis le texte est très très beau tout en retenue, tout en délicatesse. Donc voilà, c'est pas un livre médicament, ça je tiens à vous le préciser. Merci beaucoup. Merci à vous. Olivier, on va dérouler un peu le programme des textes un petit peu, et puis avec un objet qui est encore un peu dans un entre-deux, entre texte et image, c'est le retour d'Alex Cousseau et Charles Dutertre, voilà, pour ce très très bel album-roman. Comment on le définit? Je sais pas, c'est un peu ma rentrée hybride entre Merci pour la tendresse, qui est vraiment moitié BD, moitié roman, et Bonne aventure et compagnie, qui est vraiment aussi entre l'album et le roman illustré. Mais ça vient des auteurs en fait. Là pour Bonne aventure et compagnie, c'est Alex Cousseau qui forme du coup un binôme très fort avec Charles Dutertre. Et Alex, il a une fascination pour les carnets de Charles. Vraiment, c'est un truc, il y retourne sans arrêt, il y regarde. Et Charles, il a des magnifiques carnets dans lesquels il dessine à la plume et à l'aquarelle. Et Alex, il s'est dit, il faut absolument que je fasse une histoire, que Charles va illustrer de cette manière, il faut absolument que je fasse ça, il faut absolument que je fasse ça. Et c'est à partir des carnets en fait qu'il a créé les personnages de Bonne aventure. Ouais. Et c'est surtout que non seulement il a créé les personnages de Bonne aventure, mais il avait aussi comme exigence entre guillemets, c'est de dire à Charles, je veux que tu utilises cette technique-là. Je veux aussi que dans le rendu final, il y ait ce côté un petit peu carné, ce côté pas, comment dire, un peu brut, et qui rappelle aussi un peu un dessin à l'anglo-saxonne, un peu la Quentin Blake, ce genre de choses. Et Charles, du coup, c'est la première fois qu'il va faire un album avec cette technique-là, du coup, encre et aquarelle. Et donc, Bonne aventure et compagnie, c'est 4 histoires courtes. C'est 4 petites histoires, ouais. On va retrouver donc Bonne aventure, qui est un des personnages de l'histoire, mais il y a aussi Suzy Edredon, Salvador Tricotin et Piotr Opalkalowicz, qui sont tous voisins. Et ils sont musaraignes, grenouilles, lombriques, et on va les retrouver en fait dans leur quotidien, dans leurs petites aventures. Notamment, est-ce qu'ils doivent partir ou rester dans leur petite maison? Il faut fêter son anniversaire au calme ou avec tous ses amis? Voilà. Donc plein de petites questions qui sont des questions de l'enfance, mais qui sont aussi des choses de vie. Et on va les suivre. Alors c'est super de les retrouver d'une histoire à l'autre. Il y a une espèce de continuité. Évidemment, je pense que en tant que libraire, le lien avec Topé Mulot, vous pouvez le faire dans votre tête, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment une autre écriture. Donc c'est une autre proposition qui est vraiment très, très belle. Et voilà, ces 4 petites histoires, c'est un vrai voyage avec eux. On y est bien. On y est extrêmement bien. Puis c'est vraiment la patte d'Alex, en fait, cette envie qu'il a de parler de la communauté et de comment les gens aussi vivent ensemble, ils se soutiennent et ils s'aiment. Et c'était un truc qu'on retrouvait aussi dans King et Kong. Et dans Bonne aventure et compagnie, c'est aussi présent. Et pour mieux que des mots, on va regarder. Parce que nous aussi, on a été voir dans les carnets de Charles Dutertre et on avait envie de vous offrir ça. Et évidemment, on comprend Alex qui a envie d'aller
piocher dans ces carnets magnifiques. Encore un beau projet voilà, qui va sortir au WAG à la rentrée. On passe vraiment au texte, là, cette fois-ci, des textes avec le retour de la collection Boomerang. Ça fait presque j'ai l'impression que ça faisait longtemps. Bah, pas tant en fait, c'est juste que le principe de la collection est tellement dans l'exercice de style. Donc pour ceux qui ne le remettent pas complètement, c'est des romans qui peuvent être lus dans un sens et dans l'autre. Il y a une petite illustration qui les sépare. On peut du coup voilà, commencer par le début, la fin. On peut lire une seule histoire aussi si on a envie. Mais quand on lit les deux histoires d'affilée, il y a vraiment un fil rouge qui se dégage et voilà, un message aussi plus général. Et là, on retrouve Élise Fontenaille avec ce Célina Félina. Ouais, alors c'est tout mignon. C'est mon petit bonbon de la rentrée. Si vous aimez les petits bonbons, c'est pour vous. En plus, Élise, on a plutôt l'habitude de la voir sur des sujets historiques, des fois assez durs. Hein, elle a écrit Jesse Owens, La Malinche et son plus célèbre Le garçon qui volait des avions. Mais c'est ce que je me suis dit en le lisant. Je me dis, oh, mais c'est Élise Fontenaille, là, elle avait besoin de douceur elle aussi. Enfin, c'est vraiment tout doux. Voilà. Elle avait besoin de parler de son chat. En gros, pour résumer, on va pas vous faire le pitch, mais voilà, c'est l'histoire d'une petite fille et d'un chat, et ils peuvent chacun prendre l'apparence de l'autre. En tout cas, la petite fille peut devenir chat à côté de ce chat, et ce chat peut devenir humaine à côté de cette petite humaine. C'est les deux thématiques qu'on va retrouver. C'est très très mignon. On poursuit avec les plus grands, avec Gabriel Le de Vivien Bessières. Et là, on est vraiment dans le travail d'accompagnement d'un auteur en devenir. C'est son deuxième texte, Vivien Bessières. Il avait publié Même pas en rêve. Voilà, il y a 2 ans, je crois, même pas l'année dernière. Enfin, Non, il y a 2 ans. Et on poursuit, en fait, il poursuit son chemin, puisque l'univers est resté le même. On est toujours dans ce lycée. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots? En fait, c'est vraiment dès le début, Vivien, il m'a dit ça avec Même pas en rêve, c'est que son idée, c'était de raconter plusieurs histoires, faire plusieurs romans autour d'un même lieu, qui est le lycée La Place, mais à chaque fois en switchant de personnage et toujours avec un regard pas du tout angélique sur les adolescents, mais qui se veut surtout juste. Et c'est un truc qu'on retrouve dans tous les romans de Vivien et qui, moi, me tient extrêmement à cœur, en fait. C'est sa manière de parler, entre guillemets, de la crise d'adolescence. C'est quelque chose dont on nous rabat sans arrêt les oreilles avec ça. Et Vivien, il rappelle aussi quand même ce truc essentiel, c'est que dans la crise d'adolescence aussi s'exprime parfois un mal-être qui est causé par les adultes. Et ces romans, c'est aussi ça. C'est aussi des ados qui sont en souffrance à cause des adultes qui les entourent et qui vont apprendre à surpasser ça, à se construire et surtout à se chercher. Et Gabriel, c'est ça. C'est vraiment une bande d'ados qui sont aux prises avec ce regard adulte et ces comportements adultes compliqués et qui vont arriver à se faire leur trajectoire en fait et à vivre de manière plus indépendante. Mais c'est ensemble. Il y a quand même ce côté, c'est en fraternité, en sororité, ouais. Ça se fait ensemble. Alors c'est une fraternité dans laquelle il y a des remous quand même, mais en tout cas oui, ils se serrent les coudes et puis ils se serrent les coudes dans leur choix d'atteindre voilà, cette honnêteté-là, cette vérité-là, de se dire les choses. C'est aussi un roman sur la communication, quoi. Et je trouve qu'il vise juste. Il tape des fois un peu fort, mais il vise très juste. Et vous pouvez le lire vraiment sans aucun... Même si vous n'avez pas lu Même pas en rêve, et voilà, c'est le même univers, mais c'est pas une suite du tout. Hein. Et on va finir cette présentation de la rentrée du Rouergue avec une traduction. Une traduction, c'est rare quand même au Rouergue. Ouais, j'en fais jamais. Ouais. Alors pourquoi du coup? Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois que j'avais fait une traduction, c'était sur Thornhill. Je me souviens, je l'avais présenté aussi à la rentrée. Et c'est simple, moi je fais une traduction quand je ne trouve pas d'équivalent en français. Alors parlez-nous de ce vortex d'Anna Bening, parce que c'est... Alors on va peut-être d'abord regarder la vidéo, parce que Anna Bening, c'est une autrice allemande, et ce texte c'est une tuerie, vraiment, si vous voulez quelque chose... Enfin, voilà, on va écouter Anna Bening, elle va nous en parler mieux que moi. Future Fantasy-Geschichte, also ein Mix aus Fantasy, Science Fiction, Dystopie und vor allem einer großen Liebesgeschichte. Die Story spielt im Jahr 2099 in London und es dreht sich alles um meine Hauptfigur, meine Heldin Elaine Collins.
Elaine ist 17 Jahre alt und sie hat sich inzwischen schon seit 5 Jahren darauf vorbereitet, endlich eine Vortex-Läuferin werden zu können. Vortex-Läufer sind die einzigen Menschen auf der Welt, die es schaffen können, durch Portale zu springen, durch sogenannte Energiewirbel, also die Vortexe. Doch die eigentliche Hauptaufgabe von Vortex-Läufern ist es, eine gefährliche Gruppe an humanoiden Wesen zu jagen, nämlich die Vermengten. Die Vermengten sind fantastische Wesen, die mit Erde, mit Luft, mit Feuer und Wasser vermischt wurden. Doch letztendlich wird Elaine an der Seite eines ganz bestimmten Jungen lernen, dass es eben nicht nur das klassische Gut und das klassische Böse auf der Welt gibt. Die Geschichte von Vortex dreht sich tatsächlich um ein großes Naturphänomen, das die Welt komplett auf den Kopf gestellt hat. Und das Problem ist aber, dass ein Großteil der Menschheit dieses Ereignis, was passiert ist, für etwas ganz Furchtbares hält. Und auch meine Hauptfigur, also auch Elaine, muss erst nach und nach herausfinden, dass eben diese Vermischung der Welt, diese Zurücksetzung zur Natur eben auch etwas sehr, sehr Gutes in sich trägt. Vortex. Alors Olivier, parlez-nous un petit peu de ce vortex qui, je vous le dis tout de suite, a un rythme de fou. C'est-à-dire que vous commencez, moi je suis pas un très très gros lecteur de science-fiction. Vous ouvrez la première page. Et là, vous êtes happé par les personnages et c'est parti. Et là, c'est l'autoroute vers la lecture, quoi. C'est impressionnant. Je l'ai découvert assez tard, ça. Parce que vu que je lis pas l'allemand. Moi non plus. Assez peu. Non, du coup, c'est un texte qui m'est arrivé par une traductrice et une éditrice que je remercie chaleureusement. Et je l'ai envoyé en lecture tout de suite parce que justement, en science-fiction, moi je ne trouve pas d'auteur français, quoi. Il y a très peu de propositions. Du coup, j'espère aussi qu'avec ce texte-là, ça va attirer des plumes francophones. Et du coup, je l'ai envoyé en lecture et j'ai eu des retours, mais absolument dithyrambiques, de libraires, de bibliothécaires, d'adultes et d'adolescents. Et je me suis dit, bon, on y va. Il y avait vraiment ce mot de page turner qui revenait sans arrêt dans les commentaires. Et j'étais allé regarder aussi un petit peu les avis sur Internet. Je voyais qu'il commençait à se passer quelque chose d'assez... Alors, il faut dire qu'en Allemagne, c'est un énorme succès. Hein. Oui. Mais peut-être que ça n'était pas à ce moment-là. C'est ça, en fait. Au moment où on a pris contact avec l'éditeur allemand, le premier tome, c'était déjà un succès, mais c'était autour de 20 000 exemplaires. Et depuis là maintenant, c'est à 100 000 exemplaires. Et Anna Bening est devenue une autrice vraiment incontournable là, de ces dernières années, quoi. Alors on comprend pourquoi, hein, parce que vraiment c'est un page turner fantastique. Ça, c'est le premier volume. C'est le premier volume. Il y aura le deuxième et le troisième. 3 tomes, c'est une trilogie. 3 tomes. Je ne sais pas encore le rythme de publication qu'on va avoir. Le deuxième, en tout cas, sera l'année prochaine, ça c'est sûr. En tout cas, soyez curieux, puisque c'est vraiment un très très beau texte. Eh ben, merci beaucoup, Olivier. Est-ce que tu veux dire un mot pour conclure sur les éditions du Rouergue ? J'ai un petit mot à dire pour conclure. C'est plus une information que je voulais vous faire passer. C'est qu'au mois d'octobre, on va rééditer la série des autodafeurs dans la collection Epic. Donc on va faire des nouvelles couvertures. Et il y aura aussi un petit dispositif pour accompagner la réédition de cette trilogie. C'est plutôt une bonne nouvelle, je crois, pour les libraires. On est plutôt contents. Merci Olivier. Merci Simon, beaucoup aux éditions du Rouergue pour cette présentation des nouveautés. Et je vais demander maintenant à Monsieur Thierry Magnier de me rejoindre, puisque nous allons parler des éditions Thierry Magnier. Tu peux prendre, comme tu peux être debout, comme tu veux. Allez, c'est bien. Bon, trop tard, t'es assis. Alors, qu'est-ce qu'il y a pour Bonjour Simon, merci de nous recevoir. Oui, je suis très content de mon théâtre. Mais... Et on est très content d'ailleurs d'être reçu par un futur grand gagnant des librairies nominées. Donc votez pour lui. Vous savez c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fini. Trop tard. Bon, on espère que ce sera lui. En tout cas, on est dans une période de performance, donc il faut faire très vite. Il faut sélectionner les livres qu'on veut présenter. Et pourtant, il y en a d'autres. Même si aujourd'hui...
on réduit un peu notre production, tous, autant qu'on est. On essaie justement d'être de plus en plus vigilants sur la quantité des livres qui sont pondus chaque année chez d'autres éditeurs. Et on essaie effectivement aussi le côté écologique, c'est-à-dire essayer de prendre du bon papier, d'imprimer en Europe ou en France, avec des encres naturelles, etc. Donc on fait tout cet effort. J'avais envie de donner ce discours parce que je pense qu'il est hyper important en ce moment et que toutes les maisons ensemble, on essaie d'arriver dans ce sens-là. Voilà. Donc, et on va aussi chez Magnier parler d'amour. Je suis désolé, c'est la période. C'est vrai que d'abord, je suis très content. On m'a dit dans l'oreillette que vous étiez 641 dans la caméra, et là vous êtes plus de 150. Je suis très content déjà de vous revoir en vrai parce que ça a été dur quand même hein, pour nous tous. Et on espère que vous allez passer un bon moment avec les éditions Thierry Magnier, et on va vous présenter. Je crois que ça commence par une lecture. Une lecture. Encore un auteur qui débute. J'adore ça, le micro, comme ça. Vous l'avez compris, c'est le nouveau livre de Chris Houghton qui s'appelle « Bravo, Maman Manchot ». Oh, mais où va maman? Je pense qu'elle va chercher le dîner, dit Papa Manchot. Approchons-nous, peut-être qu'on la verra. Tu la vois? Tu la vois? Oui, la voilà! Elle nous fait coucou! S'écrie bébé Manchot. Toutes les mamans manchots veulent attraper du poisson. Regarde-les foncer dans tous les sens. Maman y est presque. Nage, maman, nage. Elle l'a eu. Bravo, maman manchot. Maman est trop forte pour nager, dit bébé manchot. Et elle va revenir, hein? Pas vrai? Bien sûr qu'elle va revenir, répond Papa Manchot. Les revoilà déjà. Regarde comme elle saute haut. Hop, hop, hop. Maman arrive. Saute, maman, saute. Elle a réussi. Bravo, maman Manchot. Maman est trop forte pour sauter, dit bébé Manchot. Et elle va revenir bientôt, hein? Pas vrai? Bien sûr qu'elle va revenir bientôt, répond Papa Manchot. Maintenant, elles escaladent la falaise. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Voilà, maman, le sol est très glissant. Fais attention sur la glace, maman. Elle l'a fait! Bravo, maman Manchot! Maman est trop forte pour escalader, dit bébé Manchot. Et elle va être là très très bientôt. Hein? Pas vrai? Bien sûr qu'elle va être là très très bientôt, répond Papa Manchot. Une dernière chose les attend. Elles doivent se faufiler devant les phoques sans les réveiller. Chut, il ne faut pas faire de bruit. Tip, tap, tip, tap, tip, tap. C'est autour de maman. Fais très doucement, maman. Oh non! Maman Manchot tombe. Boing, boing, boing. En bas de la falaise. Crac, boum, paf. Par-dessus bord et retombe dans l'eau. Splash. Pauvre maman. Mais qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Regarde. Elle revient. Rien ne peut l'arrêter. Elle saute. Elle escalade. Elle rebondit sur les phoques. Doum, doum, doum. Youhou! La voilà. La voilà. Bravo, maman Manchot. Et regarde ce qu'elle a apporté.
le dîner. Maman, c'est la plus forte, dit bébé Manchot. Bien sûr que oui, répond papa Manchot. Je peux en avoir un autre? Et j'ai demandé à Camille Gauthier, éditrice des albums chez Thierry Magnier, de venir nous parler de ce nouveau Chrysoton. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Chrysoton, pour ceux qui ne le connaissent pas bien et qui n'ont pas mesuré l'ampleur de son succès, il y en a, je pense que c'est notre auteur best-seller de notre catalogue. C'est plus de 450 000 exemplaires vendus de ses albums. Donc évidemment, on est trop content. On est content pour plusieurs raisons. Puis on a les meilleurs, les Français. Non? Et en plus, oui, parce que c'est un auteur qui est publié dans plein de langues. Mais en France, c'est vrai qu'il rencontre un succès énorme, plus que dans son pays natal, qu'il est irlandais. Donc on est évidemment ravis. On espère l'accueillir à l'automne, d'ailleurs, pour cette aventure hivernale. Et oui, on est content pour plusieurs raisons, parce que Chrysoton, il a ce talent d'allier à la fois le fond, c'est-à-dire que c'est des livres avec des thématiques souvent très classiques, hein, mais qu'il aborde avec sa singularité et puis la forme, parce qu'il a cet univers graphique qui est quand même assez unique. Il a ces constructions très répétitives comme des ritournelles voilà, qui reviennent à chaque fois et qui permettent de rythmer. Dans ce dernier, on est vraiment dans l'inspiration des plus simples en fait. Exactement. Ça correspond vraiment pour les tout petits, les chutes on a un plan, les un peu perdus évidemment. Tout à fait. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, sur les pages de titres de chacun de ces albums, il y a une citation. Alors, il y a parfois une citation, il y a eu Aristophane, il y a une citation d'Anaïs Nin, enfin, à chaque fois, il y a des citations. Et dans celui-ci, ça donne, je trouve, à chaque fois le ton. C'est un proverbe arabe qui dit que le paradis se trouve sous les pieds des mères. Donc c'est un album qui célèbre les mamans. Ce sont des héroïnes du quotidien, on le sait tous. Donc c'est un bel album de célébration comme ça, avec tout le talent qu'on lui connaît. Et puis on voit là sur les écrans, il y a un petit truc qui ressemble un peu à un coffret. Et oui, il y a un petit truc qui ressemble à un coffret. Parallèlement à la sortie de la nouveauté, on sort un petit coffret, je l'ai là en vrai, qui réunit ses 3 premiers albums à Chris, c'est-à-dire Un peu perdu, une petite chouette qui est à la recherche de sa maman, Au nom Georges, un chien un peu pâteau qui doit lutter contre lui-même pour pas faire de bêtises, et puis les 4 petits chasseurs de chute, on a un plan, qui partent à la chasse avec leur filet à papillons. Donc voilà, on a eu envie de les réunir dans ce petit coffret collector qui sortira pour les fêtes de fin d'année. Voilà.